Le sujet du contrôle mental est récurrent dans la culture populaire. D'Orange Mécanique pour les films à Stranger Things pour les séries, les références au contrôle mental sont très nombreuses. Mais si les exemples fictifs sont légion, nous explorerons au cours de cette série de 2 vidéos traitant du contrôle mental en quoi la réalité peut parfois dépasser la fiction. J'ai décidé de parler de ce sujet car il s'agit d'un domaine encore peu exploré et dont la majeure partie de la population n'a encore que trop peu conscience, ou conscience de manière superficielle, sans comprendre les réels enjeux et de quelle manière ce contrôle mental est opéré. Je vais dans cette série de 2 vidéos parler successivement du programme MKUltra, dévoiler officiellement puis voir comment il perdure encore, puis du contrôle mental via les ondes qui sera l'objet d'une seconde partie. Le projet MKUltra, MK étant l'abréviation de Mind Control, est une idée d'un psychologue militaire et chimiste de l'armée des États-Unis nommé Sidney Gottlieb. Il fut approuvé et lancé par le directeur de la CIA, Allen Dulles, le 13 avril 1953, car les États-Unis soupçonnaient l'Union soviétique, la Chine et la Corée du Nord d'utiliser elles-mêmes des techniques de contrôle mental sur des prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée, donc de 1950 à 1953. Le projet MKUltra s'inscrit dans la continuité de 2 autres projets, le projet Chatter de 1947 et le projet Bluebird de 1949, au cours desquels on utilisait par exemple des drogues lors d'interrogatoires dans le but de trouver un sérum de vérité, afin, comme on peut le deviner, de soutirer des informations à des personnes. Stephen Kinzer, écrivain, journaliste et universitaire américain et ayant notamment écrit un livre à propos de Sidney Gottlieb et du projet MKUltra, Poisoner in Chief, explique que le projet aurait été notamment influencé par les expériences médicales nazies. On peut citer par exemple celle du camp de concentration de Dachau, dans lequel on utilisait de la mescaline, drogue hallucinogène sur les sujets. Le projet MKUltra a été utilisé sur des centaines, voire milliers d'êtres humains évidemment non consentants, en particulier des patients des hôpitaux psychiatriques, des prisonniers, des réfugiés ou encore des agents ennemis suspectés. Ces expériences ont été menées dans différents pays, comme l'Allemagne, le Japon, les Philippines, la Corée du Sud. Nous avons également des témoignages de ces expériences qui se produisaient à l'Institut Allan Memorial au Canada sous l'égide d'un certain Dr Cameron. Les patients étaient atteints de différentes pathologies. Alors qu'ils pensaient être traités pour ces pathologies, ils furent au contraire les cobayes d'une multitude d'expériences infligées à leur insu. Au programme drogue, médicaments, électrochocs, privation sensorielle ou de sommeil, hypnose, torture physique et psychologique. Ces expériences amenaient une désorientation, un abaissement du niveau mental et des états dissociatifs. Le docteur m'a dit qu'il voulait effacer ma mémoire en me mettant dans un état de sommeil pendant 1 mois, que je n'aurais plus du tout de mémoire ou de pensée et qu'il pourrait alors travailler sur mon cerveau car il n'en resterait plus rien. J'étais comme un zombie. Elle était vide de tout. On me donnait des produits qu'on m'injectait et j'avais plein de convulsions. Mon corps ne m'appartenait plus, ma langue pendait, mes yeux roulaient. J'ai été témoin de tout ça. Et je les suppliais, « S'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Donnez-moi un antidote. » Et on me répondait, « Non, on ne peut rien vous donner parce qu'il faut qu'on voit combien de temps ça dure. » Le but du projet était de détruire l'esprit de l'individu, en d'autres termes, le déprogrammer par les drogues, les électrochocs, les traumatismes, afin de l'amener à un état où il pourrait être reprogrammé. Par effacement de la mémoire ou des pensées, faire table rase du psychisme afin d'y implémenter par la suite ce que l'on souhaite. En d'autres termes, détruire pour reconstruire. Question que l'on peut alors se poser, quelle en serait la finalité ? Et par quels moyens veut-on contrôler une personne ? Parlons désormais du TDI, ou trouble dissociatif de l'identité. Vous n'êtes peut-être pas passé à côté de certains influenceurs et TikTokers déclarant être atteints du trouble dissociatif de l'identité. C'est
C'est un sujet de plus en plus popularisé aujourd'hui. Pour les plus cinéphiles, on peut citer le film Split, où le personnage principal alterne entre plusieurs personnalités, à la fois féminines et masculines, inoffensives mais aussi agressives. De quoi s'agit-il précisément? Et surtout, quelle est la réalité sombre derrière ce trouble, en réalité connu seulement de manière superficielle? Définissons précisément le TDI. Le trouble dissociatif de l'identité apparaît lorsque l'individu est soumis à de nombreux traumatismes et surtout répétés. À force de subir ces traumatismes, il arrive un moment où la psyché n'est plus en mesure de supporter. La personnalité de l'individu se dissocie alors en plusieurs personnalités que l'on nomme altères. Or, certains de ces altères sont là pour protéger la personne face au traumatisme, en venant en quelque sorte prendre le relais. Lors d'un switch, qui est le passage d'une personnalité à une autre, l'altère intervient généralement à la suite de ce que l'on appelle un trigger, qui peut être un mot, une phrase, une image, l'évocation pour la personne de ces traumatismes. Il s'agit de déclencheurs qui ravivent le traumatisme et causent l'apparition de l'altère. Parlons à présent des candidats mandchous. Ce type de contrôle mental est associé à un fractionnement de l'identité. En effet, dans Un crime dans la tête, en anglais The Manchurian Candidate, le personnage principal, le major Ben Marco, ainsi que ses hommes, sont soumis à un lavage de cerveau dans un but précis, assassiner le futur président des États-Unis. Ce lavage de cerveau fait vraisemblablement penser à un fractionnement d'identité. En effet, Ben a deux personnalités, celle d'origine et une qui est contrôlée. Le changement d'identité se fait sur la base de ce que l'on appelle un trigger, qui, comme on l'a dit, permet le basculement, le changement d'identité. En étant soumis au trigger, l'altère de Ben prenant le relais est celui qui est contrôlé. Il peut donc effectuer les tâches pour lesquelles il a été programmé. Ce fractionnement d'identité proviendrait de tortures et de programmation mentale auxquelles Ben et ses hommes ont été soumis. Lorsque Ben est exposé à ce déclencheur, c'est-à-dire lorsqu'on l'appelle Bennett Ezekiel Marco, son nom, sa personnalité change. L'altère exécute ce qu'il a été programmé à faire, à savoir tuer le président des États-Unis. À noter que le film originel de 1962, The Manchurian Candidate, qui a le même synopsis globalement, un assassin programmé par le contrôle mental, est sorti à peine 10 ans après le début du programme MKUltra. Mais est-ce seulement qu'une fiction ? Le traumatisme, en particulier lorsqu'il est répété, peut avoir un impact profond sur une personne et peut être utilisé de manière abusive pour exercer un contrôle sur elle. On peut citer entre autres la mémoire. Lors d'un traumatisme, elle devient désorganisée. L'enchaînement des faits peut devenir flou et difficile à reconstituer. C'est le cas des personnes témoins de situations traumatiques, par exemple un attentat, et dont la mémoire peut faillir lorsqu'on recueille leurs témoignages. Dans le livre de Carol Ruth, A Nation Betrayed, l'auteur explique qu'elle a été vendue à la CIA pour être candidat mandchou. Dans ce livre est décrit comment, par un traumatisme insidieux, mais aussi grâce aux techniques de drogue, électrochocs, etc., on parvient à créer de parfaits candidats mandchous, des assassins programmés. Une victime du MKUltra, Christine Denicola. Dans le livre d'Alexandre Le Breton, MK, abus rituel et contrôle mental, on peut y lire le témoignage de Christine Denicola qui a été soumise à un programme de contrôle mental dès l'âge de 9 ans. Elle explique que le Dr Green, affilié au projet MKUltra, aurait utilisé des méthodes telles que des drogues, des traumatismes, des suggestions hypnotiques. Elle explique que le but du Dr Green était de fractionner sa personnalité pour pouvoir mieux la contrôler. Le but là aussi, être espionne et assassin. Ainsi, on peut conclure jusqu'ici que le but du MKUltra serait à la fois politique et militaire. Mais seraient-ce uniquement les seuls buts affiliés à ce programme ? Réfléchissons à la place de ceux qui seraient détenteurs des dernières avancées, des dernières techniques de contrôle mental. Si l'on est capable de bafouer l'éthique au point de détruire la psyché d'individus innocents, il n'y aurait plus de limite à tester ce programme à des fins bien plus graves. Et si le programme MKUltra avait continué et perdure encore aujourd'hui ?
Il s'agit ici évidemment d'une partie plus épineuse, car même si le programme avait perduré, les informations seraient classées top secret, et le commun des mortels n'y aurait, en toute logique, pas accès, à moins d'être déclassifié comme ce fut le cas en 1973. Car si le programme promettait une clé pour remporter la victoire dans la guerre froide et la domination complète du monde, pourquoi ne pas imaginer qu'il soit encore à l'œuvre aujourd'hui ? Après tout, le but de ces instigateurs était de contrôler l'esprit, de faire de la psyché humaine un objet sur lequel on peut avoir une emprise totale. Faisons à présent un petit détour vers les cultes à mystère pour comprendre en quoi le mécanisme sur lequel repose la programmation mentale est un mécanisme qui n'a rien de nouveau. Dans cette partie, je vais surtout m'appuyer sur le livre d'Alexandre Le Breton. Le chapitre 2 est précisément consacré au lien entre les cultes à mystère, les cultes de l'Antiquité et le contrôle mental. Dans un passage du livre, il cite Michael Howard, qui, dans son livre The Occult Conspiracy, écrit « Les cultes des mystères pratiquent des cérémonies initiatiques qui contiennent le symbolisme des arcanes, ainsi que des mises en scène afin de révéler à l'initié les réalités spirituelles cachées derrière l'illusion du monde matériel. Durant l'initiation, le néophyte est mis dans une transe et expérimente alors le contact avec les dieux lors d'un voyage dans l'autre monde. Les initiés passent par une mort symbolique et renaissent avec une âme parfaite. Ce passage fait écho au projet MKUltra où le projet était déprogrammé puis reprogrammé. La symbolique de la mort de l'ancien pour le renouveau, ce qui est assez récurrent quant au culte à mystère. On peut citer en outre le culte de Mitra qui impliquait la mise à mort d'un taureau au cours du rite, appuyant sur la symbolique de la mort de l'ancien pour laisser place au renouveau. Un autre passage du livre cite une revue maçonnique de 1929 intitulée Freemasonry Universal, volume 5. La description du rituel maçonnique est ainsi reportée. Certaines forces sont envoyées à travers le corps du candidat au cours de la cérémonie, en particulier au moment où il a été nommé et reçu comme apprenti franc-maçon. Certaines parties de la loge ont été lourdement chargées avec une force magnétique, afin notamment que le candidat puisse absorber autant que possible cette force. La première chose de cette curieuse méthode d'initiation consiste à exposer à cette influence les différentes parties de son corps qui sont utilisées durant la cérémonie. Dans l'ancienne Égypte, un faible courant électrique était envoyé dans le candidat au moyen d'une tige ou d'une épée avec laquelle il était touché à certains endroits. Il ne s'agit pas dans cette vidéo de creuser en détail le lien avec les cultes à mystère et les sociétés secrètes. Mais il semblait important de parler brièvement du lien éventuel, faisant du contrôle mental une pratique antérieure au projet MKUltra. Le projet MKUltra aurait officiellement pris fin en 1973 après son dévoilement. Toutefois, il est à noter que le programme s'est poursuivi secrètement, sous couverture pendant 10 ans, de 1963 à 1973. Mais là encore, la fin officielle du programme ne coïncide pas avec certains témoignages. Christine de Nicolas, qui, comme on l'a vu, a subi divers abus afin de fractionner sa personnalité, dit avoir été victime de Dr Green de 1966 à 1976. Claudia Mullen, autre victime quant à elle, dit avoir subi les abus de ce même Dr Green de 1957 à 1984, soit jusqu'à 12 ans après l'arrêt officiel du programme. Et si le programme avait bel et bien continué dans l'ombre jusqu'aujourd'hui, sous une forme un peu différente et plus ambitieuse. En 2020, le forum de Davos, ou World Economic Forum, concevait 8 prévisions pour 2030. Parmi elles, la 8e. Les valeurs de l'Occident vont être testées jusqu'à un point de rupture. Or, rappelons-nous de ce que l'on disait à propos du TDI. Il arrive un moment où l'individu n'est plus en mesure de supporter les traumatismes induits. De ce fait, la personnalité se fractionne, la psyché se brise. Le fait qu'ici, la formule employée soit point de rupture peut nous laisser songeurs. Pourquoi une telle formule ? Car si le point de rupture quant aux prédictions concerne les valeurs de l'Occident,
On parle tout autant de point de rupture lorsque la personnalité se fractionne sous la pression des traumatismes. Selon Naomi Klein, dans la stratégie du choc, ces traumatismes peuvent être infligés à une société entière. Une guerre, un coup d'État, une catastrophe naturelle, une attaque terroriste. On peut lire page 613 du livre que le tsunami ayant ravagé le Sri Lanka en 2004 fut l'occasion d'un coup d'État corporatiste réalisé grâce à une catastrophe naturelle. Comme l'ouragan Katrina en 2005 permit de privatiser une partie du système éducatif en Louisiane. Naomi Klein fait une analogie au cours du livre entre les expériences menées dans le cadre du programme MKUltra et les crises et désastres vécus dans le monde. Voici un autre passage intéressant que l'on peut retrouver page 273. Désorientée par un rapide changement de régime, la Pologne était alors suffisamment affaiblie pour accepter une thérapie de choc radicale. On touche ici l'un des arguments essentiels de la stratégie du choc, l'exploitation du choc, de la peur pour imposer un État corporatiste, mis au service de l'enrichissement privé. Évidemment, l'analogie avec les multiples événements s'étant produits au cours de ces 10 dernières années est aisée. Les différents attentats, la pandémie, on pourrait aussi citer la guerre russo-ukrainienne. La population est soumise à différents événements qui l'impactent et qui créent un climat de peur. Ainsi, nous avons exploré les débuts officiels du projet. Dévoilé en 1973 et n'ayant d'autre choix que d'admettre ce qui s'était vraiment passé, les États-Unis ont dû s'excuser et rendre le projet public. Mais ce projet aurait très bien pu rester dans l'ombre et ne jamais être dévoilé au grand public. Dès lors, les questions sur sa continuation secrète semblent aller de soi. Et si cela perdurait avec d'autres buts que le contrôle mental individuel ? Peut-être que mes prochaines vidéos sur le même sujet pourront davantage nous éclairer.